Je tiens à les remercier d'avoir accepté de venir échanger avec nous autour de cette thématique, donc la mouvance écologique et le monde de l'éducation au Québec. L'équipe d'Educere souhaite également remercier le comité de la recherche de la Faculté des sciences de l'éducation pour avoir permis à ce projet de voir le jour il y a 4 ans et de se poursuivre avec une dizaine d'éditions à chaque année. Nous remercions également nos commanditaires, donc la boulangerie Le Pain dans les Voiles, la cidrerie et les vergers Pedneau et le Conseil des diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation. Ce sont eux qui payent en partie pour le petit cocktail et les bouchées qui vont vous être servis après la rencontre. Donc, une fois que ce sera terminé, partez pas tout de suite parce qu'on a des choses à vous faire manger. Puis on ne sait jamais quoi faire avec les restes. Alors, s'il vous plaît, servez-vous. Et donc, je vais maintenant changer de chapeau et vous présenter les conférenciers ou enfin les panélistes de ce soir et leur laisser la parole. Alors, le temps que je change de chapeau et que je change de document. Et là, ça me permet donc de vous présenter les 4 panélistes de ce soir. Alors, Lucie Sauvé, que tout le monde connaît, qui est professeure titulaire au département de didactique de l'UQAM. Elle est également directrice du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, le Centraire, et membre de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Alors, bonsoir, bienvenue. Violaine Brisebois-Lavoie est enseignante de psychologie au Cégep Bois-de-Boulogne. Elle est cofondatrice de Profs pour la planète, un collectif fondé dans le but de soutenir le mouvement des grèves pour le climat et d'exiger des gouvernements des actions immédiates afin de faire face au changement climatique et à la perte de biodiversité. Violaine est aussi co-porte-parole du collectif La planète s'invite au Parlement qui entend établir un rapport de force entre les citoyennes, les citoyens et les gouvernements pour élaborer et mettre en œuvre un plan afin de répondre à l'urgence climatique. Jamie Ladvaitis est étudiant en philosophie. Et là, vous avez reconnu que madame à ma droite, c'est Violaine, évidemment, à ma gauche. Jamie Ladvaitis, c'est le monsieur qui est là-bas, est étudiant en philosophie, sciences politiques et arts visuels à l'Université Concordia. Dans ses études, il s'intéresse plus spécifiquement aux causes environnementales, sociétales et psychologiques du changement climatique. Il est membre actif du mouvement La planète s'invite à l'université depuis sa création en février 2019. Finalement, le dernier et non le moindre, Hugues Asselin, qui est agent de recherche et coordonnateur au Centraire. Il est détenteur d'une maîtrise en sciences de l'environnement et est également chargé de cours au département de didactique de l'UQAM où, je viens de perdre ma page, où il enseigne l'éducation relative à l'environnement, notamment auprès des futures enseignantes et enseignants du préscolaire et du primaire. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Avant de vous passer la parole, je vous rappelle à ceux et celles qui sont peut-être avec nous pour la première fois comment ça fonctionne, les rencontres Educere. On ne veut pas que ce soit un panel où ce sont que ces personnes-là qui parlent. On veut vous entendre également. Donc, ces rencontres-là, on les a conçues comme un saucisson que l'on va trancher ce soir en 4 tranches essentiellement. Donc, il va y avoir 4 blocs de discussion autour chaque fois d'une question liée au thème de la soirée. Et donc, à chaque fois, je vais me tourner vers nos intervenants pour leur demander de répondre à cette question-là selon leur champ d'expertise. Et puis ensuite, on va se tourner vers vous. Puis là, je veux que vous prépariez des questions intelligentes, s'il vous plaît, parce qu'on veut les challenger, puis on veut aussi faire avancer le débat. Donc, on va se tourner vers vous. On va prendre autant de temps que nécessaire pour vider la question, puis ensuite, on va passer à la question suivante. Et puis, comme ça, on va passer à travers le salami. Ça devrait nous prendre à peu près 1h15, 1h30 au total. Je tiens aussi à vous dire qu'exceptionnellement, ce soir, la rencontre est enregistrée. Ce n'est pas dans nos habitudes, mais en particulier les gens du Centraire, donc Lucie et Hugues, ont tenu à l'enregistrer parce qu'ils jugeaient que c'était important de documenter les conversations qu'on va avoir ce soir. Donc, normalement, je vous invite à vous présenter avant de faire une intervention, mais si vous préférez rester anonyme, vous pouvez simplement poser votre question, faire votre commentaire sans dire qui vous êtes, et puis à ce moment-là, votre anonymat va être préservé. D'après ce que je comprends, cet enregistrement-là pourrait se retrouver sur le site du Centraire, mais ce n'est pas garanti non plus. Ça pourrait servir pour un projet de recherche. Mais bref, soyez avisés que vous êtes enregistré. Donc, essayez de ne pas sacrer, s'il vous plaît, là, pour que ça reste dans les normes universitaires. Alors, donc, tout le monde est prévenu et je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Donc, je vais vous inviter avec une première question à répondre, dans le fond. On parle de la mouvance écologique et le monde de l'éducation au Québec. C'est le thème de la soirée. J'aimerais ça que vous me fassiez le portrait de, justement, la mouvance écologique et socio-écologique actuelle, pas seulement dans le monde scolaire, mais dans le Québec en général. Là, Lucie a pris le micro, donc je pense qu'on va commencer avec toi. Oui, d'abord, je suis vraiment contente de revoir de belles amies, de beaux amis ici dans la salle.
Je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, là, faut le tenir comme ça. Voilà. Alors, oui, c'est difficile de passer à côté de ce qui se passe en ce moment, du contexte socio-écologique. Les médias s'en sont saisis. C'est quand même quelque chose de relativement nouveau. Il y a encore 4-5 ans, on n'entendait pas autant parler des questions environnementales dans les médias. Et avec l'urgence climatique, là, on reçoit énormément d'informations jusqu'à provoquer une certaine inquiétude. On va parler d'éco-anxiété au sein de la population et qui rejoint les jeunes. En fait, on est en pleine COP 25. Ça fait 25 ans, c'est la 25e année d'affilée que se réunissent les instances de l'ONU pour parler de la question du climat. Ça fait 25 ans que les choses n'ont pas beaucoup changé. Oui. Alors, et à cette occasion, bien, on ressort tous les grands rapports des instances internationales sur la question des climats et les questions associées, donc perte de la biodiversité, acidification des océans, fonte des glaciers, élévation du niveau des mers, les inondations, sécheresses, les catastrophes climatiques. Et puis, évidemment, on parle beaucoup de justice climatique aussi. Au regard, évidemment, des phénomènes de la faim, de la soif, de la peur, des migrations. Donc, on vit dans un contexte difficile. C'est pas la première fois que notre humanité se retrouve en situation de crise aiguë. Mais c'est la première fois, toutefois, que ce qui est en cause, c'est l'équilibre même des systèmes de support à la vie. Donc, on peut penser que, évidemment, l'éducation ne peut plus éluder cette question-là. Alors, et ce qui alimente l'inquiétude aussi, c'est l'inertie des décideurs. Hein? Alors, c'est ainsi que, c'est ça, je lisais hier, que la COP 25 a attiré à Madrid de très nombreux jeunes. Les mouvements jeunesse y sont. La jeunesse y est tout à fait représentée. Puis je lisais dans un article, un sous-titre, « C'est pas facile sur le moral ici. » OK. Et même l'arrivée de Greta a quelque chose de triste parce qu'on voit qu'en même temps, les journalistes se ruent sur elle comme sur un phénomène médiatique. Mais en même temps, il n'y a rien qui bouge. Alors, voilà. Donc, au Québec, évidemment, la jeunesse québécoise, les étudiants québécois n'ont pas attendu l'appel de Greta pour se mettre en branle. Ça fait quand même un certain temps qu'il y a une mouvance endogène au Québec avec ses revendications particulières. Je me demandais, Hugues, si tu ne pouvais pas nous en parler, par hasard. Oui, bien, c'est ça, je pense que... Moi, je trouve ça formidable, j'ai rien à faire. C'est parfait. Bien, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2019 a été très chargée en mobilisation de tous ordres, là, pour le climat notamment. On peut dire effectivement qu'à partir dès le mois de janvier, là, que les étudiants ont vraiment... pris la rue pour nous signifier qu'il y avait un problème important. Évidemment, la mobilisation étudiante s'inscrit dans peut-être une trame de fond aussi qui existait depuis un certain temps. Puis je pense que plusieurs doivent se rappeler aussi que à la veille des élections provinciales, il y avait déjà un mouvement qui s'appelait La planète s'invite aux élections, qui tenait à... Pardon? Dans la campagne, oui, pendant la campagne, en fait, c'est ça. Parce que pendant la campagne, il y avait très peu d'enjeux environnementaux, d'enjeux socio-écologiques qui étaient mis de l'avant par les candidats à l'élection. Donc, il y a des citoyens qui ont pris sur eux de ramener ces enjeux-là dans la campagne. Et donc, ils ont créé le mouvement qui, suite à l'élection d'un gouvernement caquiste, le mouvement La planète s'invite à l'élection, aux élections, s'est transformé en La planète s'invite au Parlement. Puis là, Violaine est là, puis il va peut-être pouvoir nous en parler un peu tout à l'heure aussi.
Donc, cette mouvance-là, cette trame-là a amené aussi les étudiants à dire, ben nous aussi, on est capable de faire quelque chose. Et puis, dans l'appel, en fait, international qui a été lancé des Vendredis pour le futur, qui s'est étalé dans plusieurs pays, en Occident, mais aussi ailleurs dans le monde, il y a un mouvement qui est parti ici des écoles secondaires, donc des jeunes secondaires qui ont commencé à faire la grève le vendredi pour dire qu'il faut agir pour le climat. Puis, peu de temps après, il y a un mouvement, en fait, à l'université qui a été créé. La planète s'invite à l'université, donc des jeunes universitaires qui ont dit aussi il faut faire quelque chose. Puis, à ce moment-là, nous, au Centraire, on planchait déjà depuis quelques années sur des façons d'institutionnaliser l'éducation relative à l'environnement. Et puis, on avait élaboré une proposition de stratégie d'éducation relative à l'environnement. Puis, quand on a vu les mouvements jeunesse, les mouvements étudiants se former, et qu'on a vu surtout que leur première revendication en était une qui portait sur l'éducation, en fait, la première revendication de ce mouvement-là reste encore à ce jour l'instauration d'un programme d'éducation relative à l'environnement à tous les ordres d'enseignement. Donc, on s'est dit, ben là, il faut qu'on se parle, il faut faire quelque chose ensemble. Et puis, ben, on a rencontré ces mouvements-là, et depuis ce temps-là, ben, on travaille avec eux. Mais on n'a pas tout fait. On n'a rien fait, en fait, dans ce mouvement-là, le Centraire et l'équipe de recherche. On a planché sur une proposition de politique publique, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais le mouvement a continué de grossir. Et puis, vous savez peut-être que le 15 mars, à l'appel international d'une journée de mobilisation pour le climat, il y a une manifestation historique qui s'est passée ici à Montréal, puis on le dit trop peu, à mon avis. Le 15 mars, il y a eu au-dessus de 500 mobilisations à travers la planète. C'est pas rien là, comme mouvement planétaire, quelque chose qui est en train de prendre forme. Et puis l'endroit sur la planète où la réponse a été la plus forte, c'est ici, à Montréal. Puis ça, on l'entend presque plus. Il s'est passé quelque chose. Ici, à Montréal, il y a un point tournant dans l'histoire qui s'est marqué ici. Puis je pense que ça vaut la peine de se le rappeler collectivement. Puis, mine de rien, cette manifestation-là, cet entrain-là, cet engouement-là a grandi. Puis, les mouvements étudiants je pourrais dire, on fait rebelote. Hein. Ils ont récidivé le 27 septembre suivant. Et là, cette fois-ci, il n'y avait pas 150 000 personnes dans les rues, il y avait 500 000 personnes qui ont marché dans les rues avec les mouvements étudiants pour le climat. Donc, encore une fois, là, c'est pas l'histoire du Québec qui a été transformée, mais c'est l'histoire du Canada. C'est la plus grande manifestation canadienne dans l'histoire depuis le début de la Confédération. C'est pas rien, qu'est-ce qui s'est passé. Puis je pense que c'est important de se rappeler. Donc, ces mouvements-là, en fait, les mouvements étudiants au secondaire, avec le mouvement pour les Vendredis pour le futur, qui s'appelle le mouvement pour le futur Montréal, a aussi son corollaire au collégial, qui est le devoir environnemental collectif. Donc, c'est les jeunes étudiants du collégial qui se sont mis en forme pour organiser un mouvement comme celui-là. Puis, à l'université, La planète s'invite à l'université. Puis, tous ces mouvements-là, plus récemment, à travers des travaux de concertation pendant l'automne, ont formalisé une grande coalition qui s'appelle la SEV. Donc, c'est la coalition étudiante pour un virage environnemental et social. Avec un C, oui, effectivement. Mais quand même, il y a une connotation de quelque chose qui alimente peut-être nos printemps, là, qu'il faut qu'on saisisse là-dedans. Fait que c'est un petit portrait. Puis, j'ai pas parlé... je pense qu'en fait, Violaine, je pourrais te passer la parole, parce que j'ai pas parlé de la mobilisation des enseignants à travers tout ça. Puis, mais je pense que j'ai tracé un petit portrait là, pour commencer. Avant de passer la parole à Violaine. À Violaine, oui. Oui. J'aimerais entendre Jamie parce que cette mobilisation étudiante-là, elle est intéressante. J'aimerais savoir ce que le philosophe en pense. D'ailleurs, l'information est à jour, Hugues. Tu me surprends. Là. SEV, c'est tout à fait nouveau. Là. On ne voulait même pas l'annoncer dans les médias. Non, mais ces gens-là sont informés. Oui, ça me surprend, ça m'impressionne. Oui, fait que ça retourne loin. Là. On a commencé en janvier. Un peu face à ce que Lucia disait, justement, il y avait une crise écologique. C'était assez clair. Depuis qu'on est jeunes, nous, c'est dans nos cours, on apprend ça dans les livres, dans les médias. C'est assez explicitement annoncé qu'il y a une crise climatique. Puis on voit qu'il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. Il n'y avait pas beaucoup d'actions. Puis les jeunes, de la part des universités, des secondaires, de cégep, on se voit un peu comme forcé dans le système, qu'on voit un peu comme à la source de la crise climatique. On commence à avoir des emplois, on commence à se faire éduquer de façon plus professionnelle. Puis pendant qu'on se fait pousser, on veut se retenir un peu. On dit, attends une petite seconde, avant d'entrer dans ce joli système-là, il
faudra peut-être le questionner un peu, puis il faudra voir où exactement qui sont les problèmes. C'est depuis ce temps-là qu'on a vraiment parti un mouvement assez énorme. Là. Ça a commencé en janvier, comme je disais. Ça n'a pas pris grand-chose. Ça a vraiment juste... Il s'agissait de poser la question « Hey, on s'en va-tu en grève le 15 mars? » Il y a une réponse en une semaine. Je pense que tous les universités avaient envoyé une réponse. Les secondaires étaient prêts à nous rejoindre aussi la journée même. Les cégeps, c'était la même chose. Fait qu'être fondateur de ce mouvement-là, ça ne demandait pas grand-chose, honnêtement. Là. C'est juste c'est vraiment une question de poser la question, d'envoyer l'invitation. Oui, puis depuis ce temps-là, c'est vraiment structuré. Comme on l'a dit, ça fait quand même déjà quasiment 8 mois, 9 mois qu'on est là-dessus. On s'est structuré ensemble, cégep, secondaire, université. On a réussi à apprendre comment travailler ensemble de façon démocratique, à se poser les bonnes questions, à tout mettre ensemble, nos perspectives, savoir c'est quoi le problème puis pourquoi on se bat. Fait que le printemps qui s'en vient va être assez en feu. Là. Ça va être intéressant. Puis ouais, notre stratégie, justement, c'est d'appliquer... À l'université, c'est les grèves, mais les secondaires, les cégeps, c'est surtout la désobéissance civile, appliquer une pression au gouvernement ou aux institutions pour qu'ils se sentent un peu la main forte, qu'ils sentent l'obligation d'agir. Mais avant tout, notre vision, c'est de regarder la société, de se demander qu'est-ce qui va mal, puis comment est-ce qu'on peut régler ça. Puis on en est sorti avec les 4 revendications en janvier. Puis l'éducation, justement, c'était la première parce que on va avoir le temps de la parler plus tard, là, mais on s'entend que si on veut régler un problème qui est aussi profond que le capitalisme sauvage, puis la grande pollution, puis l'espèce d'égoïsme anti-environnemental, il faut vraiment qu'on ait aux sources de comment on est élevé, puis de comment on apprend à être des citoyens dans la société. Puis ça, c'était l'éducation. Moi, ce que je trouve formidable dans ce mouvement étudiant, puis peut-être que vous pouvez m'en parler un peu, c'est le fait que devant toutes les mauvaises nouvelles que vous recevez, plutôt que de baisser les bras puis de vous dire « il est trop tard », ben, que vous ayez décidé de vous battre. Je ne sais pas d'où vient ce ressort-là. Je ne sais pas si vous avez une théorie là-dessus, mais moi, je trouve ça extraordinaire. Là. Parce qu'il y a bien des adultes qui ont baissé les bras depuis longtemps. Ça explique en partie, je pense, l'inertie de nos gouvernements. Mais pour les jeunes, ça n'a pas été du tout le cas. Oui, ouais, bonne question. Je suis là pour ça. Oui, en effet. C'est plate parce que c'est quasiment rendu quelque chose qui a plus d'effet de voir les nouvelles sur les réseaux sociaux et sur les médias traditionnels. Puis ils viennent même de pire en pire, hein, on s'entend. Là, c'est que notre date limite, elle vient de plus en plus proche, puis l'action doit être de plus en plus radicale. L'échéance se rapproche au fur et à mesure qu'on se dirige vers le... Exact. Ça met de la pression. Je pense que, oui, j'ai une petite théorie. Les étudiants, on se voit travailler ensemble, puis on apprend c'est quoi un peu une communauté, on apprend c'est quoi l'entraide, quelque chose qu'on ne voit pas vraiment souvent dans la société, malheureusement. Puis c'est quelque chose qui donne beaucoup d'espoir. C'est quelque chose où est-ce qu'on peut voir littéralement un changement explicitement qui se dessine devant nos yeux, des relations qu'on développe avec les gens. Puis ça a une puissance, politique, on l'a vu, justement, on l'a dit, le sujet de la crise climatique, c'est rendu un sujet qui est populaire sur les médias, dans la campagne fédérale, on l'a vu. Puis l'autre affaire aussi, c'est que justement, quand on voit ça, on réalise que oui, on fait des calculs sophistiqués pour savoir où est-ce qu'on est rendu dans la crise, mais un truc qu'on ne peut pas calculer, c'est justement la puissance de la mobilisation sociale. Puis on n'a pas encore vu à quel point ça pouvait renverser un peu le désespoir, à quel point ça pouvait renverser le... c'est ça, le désespoir. Le désespoir, exactement. Le découragement. Oui. Ça ne se calcule pas, ça. En effet. Tout à fait. Et tant mieux, d'ailleurs. Violaine, on a parlé des mobilisations étudiantes. Je pense que j'aimerais ça vous entendre sur ce que les profs font. Parce que j'imagine, Jamie, que les enseignants, ou certains enseignants vous ont accompagné là-dedans. Alors, à vous. En fait, c'est un peu un addon à peu près en même temps que les étudiants se mobilisaient justement pour fonder la Planète Saint-Vite à l'université. Les profs et beaucoup de profs dans leur raccoin, on se disait aussi, mais ça va si mal, on fait rien, qu'est-ce qui se passe, il faut absolument faire quelque chose. Il y avait eu, évidemment, le rapport du GIEC à l'automne qui, pour ma part, en tout cas, m'a vraiment éveillée. Je ne fais pas partie de ces militants de longue date, comme il y en a certains ce soir avec nous, qui militent depuis super longtemps, qui sont conscientisés à la crise environnementale actuelle.
Et je crois que cet appel-là de l'ONU, en tout cas pour ma part, puis pour certains de mes collègues, a été un moment de réveil. Ça a mijoté pendant quelques mois et en janvier, en même temps que les étudiants, mais sans se parler, nous aussi, on s'est regroupés quelques profs ensemble en se disant, ben, ça y est, il faut faire quelque chose. Et il y a un regroupement de profs en France qui avait quelques semaines plus tôt lancé un appel des enseignants pour la planète. Et c'est un texte qu'on a repris en grande partie ici au Québec. Donc, on a décidé de se nommer les profs pour la planète et on a lancé en ligne une pétition appelant à la grève dans le milieu de l'enseignement. Puis au même moment où on révisait le texte, puis on s'apprêtait à le mettre en ligne et tout ça, on a su justement que les étudiants s'étaient regroupés et allaient justement passer à l'appel de la grève étudiante. Donc, c'était comme un beau moment clé où finalement, on a pu justement répondre de notre côté aussi au niveau de l'enseignement à cet appel-là. Et puis, à notre surprise, on était plus de 5000 en l'espace d'une semaine ou deux à peu près à avoir répondu à cet appel-là qui demandait justement d'arrêter de vendre un peu la salade que oui, tout va bien, qu'on prend les choses en main, que oui, il y a une crise, mais en même temps qu'on peut faire confiance au gouvernement et aux grandes personnes et que, oui, voilà. Donc, je suis être neutre, moi, mais... Voilà, en fait, je crois que ce serait faux d'être neutre sur ce sujet-là. Je parle neutre ce soir comme dans le débat, là. Moi, je suis l'animateur, là. Enfin. Alors, voilà, on s'est regroupés, les profs pour la planète. Ceci dit, on n'est pas le seul groupe. Évidemment, il y a des groupes citoyens, il y a des groupes de professionnels, il y a les centrales syndicales qui commencent à se mobiliser aussi sur cet enjeu-là. On est dans la fonction publique présentement en train de revoir nos conditions et tout ça. Et il y a des revendications qui portent aussi sur l'environnement. Qui vont être poussées de l'avant dans les mois à venir. Alors, voilà, on s'est organisé aussi, mais comme Hugues, je pense qu'il faut beaucoup remercier les étudiants parce que, je ne sais pas si sans eux, ça aurait levé tant que ça, les profs pour la planète. Je pense que oui, mais je pense que vraiment, au Québec, il y a eu un changement à partir du moment où les étudiants se sont saisis de ces enjeux-là et c'est maintenant à la une, très souvent. Ça passe plus inaperçu. Il y a vraiment quelque chose, grâce aux étudiants, qui a changé. Et on ne baissera pas les bras. Alors, Et puis, malgré le discours de certains politiciens, on les prend au sérieux, les étudiants. On ne leur dit pas, non, rentrez dans vos classes parce que vous avez besoin de suivre vos cours. Mais certains le disent. Non, je sais, mais à part certains politiciens, j'ai bien fait la distinction. Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Je me tourne vers vous. On va avoir un micro si vous désirez l'utiliser ou sinon, vous pouvez juste parler fort. Mais est-ce que vous avez déjà... Oui, on va utiliser le micro dans la mesure du possible. Si vous avez un commentaire, une question, une observation, est-ce que vous étiez aux manifestations dont on a parlé durant cette première partie? Moi, j'ai une première question, en fait, pour Lucie. Et là, je fais appel à ta longue expérience. Oui. Est-ce que tu imaginais qu'un jour, un tel mouvement allait naître au Québec et prendre une telle ampleur, et puis que ça viendrait des étudiants? Est-ce que c'est un rêve fou ou c'est quelque chose que tu avais peut-être vu venir parce que tu sentais que les choses étaient mûres pour ça? Mais en fait, est-ce qu'on pouvait seulement imaginer qu'on se retrouverait dans une telle situation de crise socio-écologique? Comment on aurait pu l'imaginer on croyait que la conscience sociale se construisait peu à peu. Donc, effectivement, que les jeunes se soient mobilisés à ce point, j'avoue que on ne pouvait pas l'imaginer. On savait bien que dans nos milieux d'enseignement, il y a toujours eu des jeunes mobilisés, mais à ce point, et on sait que dans cette mouvance-là, ça n'a pas été facile pour les jeunes.
c'était pas la fête là, le vendredi après-midi. Les 17 vendredis après-midi où les jeunes du secondaire sont sortis, la météo était pas commandée d'avance là. Il faisait froid, il ventait, tu sais, bon, il fallait être courageux. Et puis j'entendais notre ministre de l'Éducation dire il serait bien mieux d'être à l'école que d'être dans la rue. Mais en fait, ce qu'ils ont appris en étant dans la rue, c'est extraordinaire parce que on a eu l'occasion de jaser avec ces jeunes-là, avec Albert Lalonde, entre autres, pour le futur. Puis il nous expliquait comment, dans chacune des écoles, il avait fallu structurer des comités et puis ensuite regrouper les comités, planifier ces grèves-là. C'était un apprentissage démocratique extraordinaire. Et il y a énormément... Ça a été très sérieux. Ce mouvement-là. C'était pas un jeu. Alors, donc, on n'a pas fini encore de documenter ce chantier extraordinaire d'apprentissage et de développement social qui a eu lieu et qui est en train d'avoir lieu. Formidable. Alors, commentaire, observation, une question peut-être, ou sinon on va passer au bloc suivant. Oui? Bonjour, Danielle Landry. Alors, je voudrais juste qu'on puisse nous parler un peu du leadership des peuples autochtones à l'intérieur de tout ce grand mouvement qui est en place et les solidarités ou alliances qui se créent. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Peut-être Jamie, oui. Puis, tantôt. Ouais. Le leadership en soi... Est-ce que vous voulez dire le leadership dans les communautés avec lesquelles... OK. Parce que, dès le départ aussi, je pense qu'après 2 semaines de la création du mouvement, la 4e revendication qui a été ajoutée, c'est justement de suivre les UNDRIP. Je ne sais pas la traduction en français, mais c'est les genres de réglementations pour montrer plus de solidarité, de respect envers les communautés autochtones à travers le monde, qui a été fait par les Nations unies. On l'a rajouté. En fait, c'était des mots. Ça ne voulait pas dire nécessairement grand-chose, puis ça ne reflétait pas nécessairement une solidarité dans le mouvement. C'est avec le temps qu'on a appris comment faire, parce que juste ça, justement, ça fait partie de l'éducation qu'on a eue en travaillant dans le mouvement. Puis on n'a pas eu des bons modèles de solidarité autochtone. On ne peut pas voir nos gouvernements pour savoir comment ça se faisait. Il a fallu qu'on repense à tout ça. Puis là, il y a des initiatives qui sont nées de ça dans le mouvement étudiant en particulier. Là, on se partage beaucoup de littérature autochtone sur la vision climatique des Autochtones. Il y avait Ensemble pour le climat qui s'est fait avant le 27 septembre. C'est un échange entre 15 Autochtones sur leur vision de qu'est-ce que c'était le territoire, le climat. Puis là, surtout à travers la mobilisation pour GNL Québec, contre le projet en fait, il y a beaucoup d'entraide qui se fait avec les communautés qui se sont prononcées contre, ou les communautés plus loin qui se sont prononcées contre. Savoir comment travailler avec eux. Pas prendre de place dans leur discours, mais de faire élever leur plateforme pour qu'eux autres aient plus de place, pour qu'ils se fassent plus entendre. Ça a même rendu une priorité. Là, moi, je parle pour Concordia. Là, je mobilise à l'Université Concordia. Puis à chaque semaine, on a des rencontres justement pour savoir comment est-ce qu'on peut indigenize le mouvement, le rendre plus solidaire. Puis ça inclut des workshops, ça inclut, on fait venir les invités. Puis justement, il y a une grande partie qui est de partager la littérature, apprendre à comprendre leur vision dans tout ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Partiellement. Reconnaissance des leaders dans ce mouvement-là, si on peut encore des mouvements qui émergent de cette base-là aussi. Est-ce que c'est possible? Dans les communautés? Oui, mais je peux encore. Ouais. Mais je pourrais pas nommer, je peux nommer des individus en particulier que je respecte beaucoup. Mais là, ce qui s'est passé à Kanessetake, c'est une autre chose, là, de faire la reconnaissance de leur façon organisationnelle, leur façon gouvernementale, qui est la Maison Longue et non les conseils de bande. Il y a 2 étudiants, justement, qui sont partis garder le feu pendant les nuits au complet. Puis, Al Harrington, on l'a reconnu, justement, les leaderships qu'il lui amenait. Shannon Chief, grande leader contre le projet GNL, qui vient souvent parler, justement, dans les universités. Pour moi, c'est une grande leader qui a une façon de parler assez incroyable. Puis là, on rencontre beaucoup de jeunes là, qui vont commencer à s'élever, beaucoup de jeunes leaders autochtones qui vont commencer. Je sais pas, je parle trop, là, mais... Non, c'est correct. OK. Wapikun, Jimmy Bossum, qui va faire une marche, qui va suivre le sentier de GNL. C'est d'autres gens comme ça qui sont peut-être pas connus dans les médias, mais qui sont des futurs leaders on va commencer à entendre parler d'eux très bientôt, je pense.
Ce que je comprends, c'est que les Autochtones sont bien représentés, sont accueillis et mis en valeur dans le mouvement que vous êtes en train de monter. Donc, leur voix est entendue. Le processus, il est long. Oui. Et je pense qu'on ne va jamais en faire assez pour que ça soit complètement entendu, mais on fait tout ce qu'on peut pour le faire. C'est bien. Merci pour votre question, madame. Je vous propose de passer au bloc suivant. Jimmy, tu nous as dit tout à l'heure que parmi les 4 revendications que les étudiants avaient mises de l'avant, la première, c'était l'éducation. Fait que moi, j'aimerais qu'on aborde dans ce deuxième bloc quel est le rôle de l'éducation, justement, dans le mouvement socio-écologique, comment est-ce qu'on peut le faire avancer. Puis évidemment, vous aurez tous un point de vue là-dessus de vos perspectives particulières. On peut peut-être commencer par toi à ce moment-là. Non, mais c'est parce que tu parles bien, alors on va en profiter. Là. Merci pour la question, d'ailleurs. C'est le fun que ça ait été posé. C'est pas une question qu'on entend souvent. Répondu avec précision. Je pense que c'est important de reconnaître les leaders. Ouais. Des noms. Oui, absolument. Merci. Oui, le rôle de l'éducation. Louis Couillard le disait souvent au début. Il y a comme un malaise assez puissant que les étudiants sentent à faire un examen pendant qu'on se fait crier les faits, les statistiques sur la crise climatique. On est assis sur nos bureaux, puis on remplit les examens, puis il y a cette anxiété-là qui nous suit. Fait il y a vraiment la question de l'éducation puis le rôle que ça joue aujourd'hui pour les étudiants pendant la crise climatique. Il y a le fait assez simple que le monde va changer. Il y a déjà des études qui sortent qui montrent comme quoi il y a une bonne portion des emplois pour lesquels on étudie qui n'existeront plus à cause de la crise climatique. Mais en dehors de ça, comme je le disais plus tôt, il faut vraiment amener un changement dans notre conception du monde, dans notre conception de la nature. Il faut vraiment pousser profondément qu'est-ce qui était la cause de tout ça. Puis pour faire des agents de chaque citoyen, des agents qui sont capables d'amener des solutions à ça, puis de penser de façon critique à ces grands problèmes-là, qui sont très sociétals, c'est très systémique, c'est très large. Puis c'est pas nécessairement tous les programmes qui nous préparent à penser à ces affaires-là, mais l'éducation va pouvoir le faire. Puis encore une fois, c'est un long processus. Puis c'est pour ça qu'au début, quand on a rencontré la gang du Centraire, ça a vraiment été comme une espèce de cadeau qui est tombé du ciel parce que c'est du monde qui travaille là-dessus depuis longtemps. Fait que le partage de perspectives a été incroyable. Puis on a sauté quelques steps dans l'élaboration d'une stratégie et d'une plateforme. Ça a pu aller plus vite parce que vous avez rencontré des gens qui y réfléchissaient depuis longtemps. Lucie, tu veux peut-être nous en parler? Oui. En fait, C'est pas du tout stagé. Hein. Non, en fait, je me demande si, Violaine, tu ne parlerais pas du rôle social et politique de l'éducation, justement. On en prend. Oui, c'est ça. Avec plaisir. Le rôle de l'éducation, en fait, je vois mal comment l'éducation n'est pas concernée par ce problème-là. Si on le voit comme étant, d'ailleurs, un problème, c'est un magnifique problème, pas en tant qu'être humain, là, on aimerait mieux pas être dans la crise actuelle dans laquelle on se trouve, mais en même temps, c'est un problème par excellence pour l'éducation. Ça va demander courage, ça va demander engagement, ça va demander intelligence. Transdisciplinarité, absolument. Et esprit critique, capacité à concevoir les problèmes, à bien les poser, à tenter de façon intelligente, de façon réfléchie, à l'aide de la science, mais aussi à l'aide de toute l'humanité dont on peut faire preuve. C'est un problème extrêmement complexe, mais l'école est concernée par ça. Et chacun des professeurs, je veux dire, c'est le problème à laquelle l'humanité est confrontée pour sa propre survie, en plus de la survie de toutes les autres espèces avec qui on partage notre planète. Alors, évidemment, ça me semble être un problème auquel il faut absolument s'attaquer, auquel on aurait dû s'attaquer depuis longtemps et avec sérieux. Et la demande des étudiants que ça soit vraiment intégré dans chacun des programmes, même avant l'école, à la garderie, on voit des initiatives qui sont fantastiques, mais ça ne fait pas partie du programme comme tel. Tout comme il y a plein de profs qui ont des initiatives géniales, il y a des conseillers pédagogiques, il y a des professionnels, etc. Il y a plein de trucs qui se font dans les écoles, mais c'est sur une base volontaire. Et on sait que les profs
sont quand même parfois épuisés ou du moins écartillés entre plusieurs projets, plusieurs demandes. Et donc, le fait que ça puisse s'insérer éventuellement dans un programme, dans un curriculum, puis qu'on doive tous y contribuer et que notre réflexion collective, autant les profs que les étudiants, qu'on vise tous éventuellement, OK, on s'en va là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui peut être fait? Et ça va évoluer dans le temps, évidemment. Les sciences pures vont y contribuer. On souhaite avoir des technologies qui vont pouvoir nous permettre d'y arriver plus facilement, mais on ne peut pas non plus que compter là-dessus. Il y a tout l'aspect aussi des sciences humaines qui doivent y contribuer. Toute l'éducation aussi, justement, à reconnaître la planète sur laquelle on habite, reconnaître qu'on est une petite partie d'un grand tout qui est présentement menacé. Et ça va au-delà, justement, d'une éducation disciplinaire précise. Donc, je pense que l'éducation doit s'en saisir de ça. Puis j'ai envie presque de repasser la balle au bon comme ça, Lucie, parce qu'il y a justement la stratégie. Oui, je pense que on va certainement avoir l'occasion d'en reparler de la stratégie, mais je pense que c'est important de mettre de l'avant le rôle politique de l'éducation. Police, c'était le mot utilisé pour désigner la cité, hein? Donc, l'école, c'est une cité. C'est là que vivent les enfants, dans les classes, dans l'école, dans leur quartier. Et c'est important d'ouvrir l'école sur les réalités du milieu de vie, de proposer des apprentissages situés, des apprentissages qui ont une signification et développer, en fait, le pouvoir-faire des jeunes. Il y a trois grandes visées au programme québécois, programme de formation de l'École québécoise, la construction d'une vision du monde, le développement d'une identité et le développement d'un pouvoir agir. Mais ces trois grandes visées-là, elles restent dans l'angle mort du vécu didactique, pédagogique, parce que les conditions scolaires ne le permettent pas. Donc, construction d'une vision du monde où, comme tu le disais, Violaine, notre humanité doit vraiment reconnaître son ancrage dans le tissu du monde vivant. L'identité citoyenne, l'identité écologique de vivant parmi les vivants, puis le pouvoir-faire. Je pense que c'est avec ce sentiment de pouvoir faire partie du monde, d'être accueilli comme participant à ce monde, à la construction du monde. Je trouve important d'offrir cette perspective-là aux jeunes. Donc, la dimension sociale et politique de l'éducation, et il y a l'école, bien entendu, mais tous les partenaires de la société éducative. Hugues, j'aimerais ça que tu parles de la formation, de l'enjeu de la formation des enseignants, mais évidemment, les enseignants n'ont pas cette formation-là actuellement dans les milieux universitaires. Alors, la collaboration avec les milieux de pratique qui, justement, ont développé une expertise en éducation à l'environnement est d'autant plus importante. Donc, l'éducation dans une perspective de société éducative où l'école va travailler avec les autres acteurs des autres milieux, les musées, les parcs nationaux, les médias, les ONG en environnement. On a besoin d'eux parce que, justement, l'école a besoin d'être nourrie de cette expertise-là. Quand, par exemple, une équipe d'un musée vient à l'école ou quand on se rend au musée, il y a une formation, bien entendu, des élèves, mais les enseignants apprennent en même temps. Alors, il y a une formation collective, là. C'est important, la formation des enseignants. Et malheureusement, c'est resté dans l'angle mort. Oui. Pour parler de la formation actuellement, la formation à l'enseignement, que ce soit préscolaire, primaire ou même au secondaire, ce qu'on constate à l'échelle du Québec, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune éducation relative à l'environnement qui est faite, malheureusement. Donc, les enseignants qui veulent faire ça par simple volonté, souvent ne se sentent même pas outillés pour le faire parce qu'ils n'ont pas développé, dans le cadre de leur formation, des compétences
authentiques, là, ou pour lesquels ils ont des ressources, des outils, tout ça. Donc, oui, ça prendrait éminemment, en fait, un cours de formation qui permet aux enseignants de développer une compétence professionnelle pour leur permettre de mieux situer leurs enseignements puis les apprentissages des enfants au regard de ces réalités socio-écologiques contemporaines qu'on constate. Donc, il y a éminemment là un travail à faire. Puis, par ailleurs, il y en a peut-être qui sont au courant. Actuellement, pour la formation enseignante au Québec s'appuie sur un référentiel de compétences professionnelles. Et ce référentiel de compétences professionnelles est actuellement en révision. Et puis, pendant les travaux de révision de ce référentiel-là, il y a eu un moment où il y a eu une compétence d'éducation relative à l'environnement qui a figuré au référentiel et qui, malheureusement, en cours de route, a été échappée. Elle ne faisait que passer. Elle ne faisait que passer, oui, c'est ça. Mais on aimerait bien pouvoir la ramener parce qu'il nous apparaît que c'est un problème fondamental de la formation actuellement. Les enseignants même le revendiquent. Nous, à l'UQAM, on a réussi à arracher une case horaire dans la formation au BPEP, au bac en enseignement préscolaire et primaire. Donc, un cours d'éducation relative à l'environnement qui ne se donne pas à l'ensemble de la cohorte, mais à une portion qui choisit un profil de concentration qui s'appelle univers social. Donc, ces étudiants-là vont pouvoir avoir le cours qui, on espère, les accompagne dans le développement d'une véritable compétence. Puis, les commentaires qu'on reçoit, je ne peux pas dire qu'ils sont unanimes, ce n'est pas tous les étudiants, mais une bonne partie des étudiants nous dit « Mais mon Dieu, ce cours-là devrait être offert à l'ensemble de la cohorte, et non pas seulement offert, mais devrait être obligatoire dans la formation pour que les enseignants, une fois en classe, soient en mesure d'accompagner les apprenants dans leur développement, dans la structuration de leur identité, dans la construction d'une vision du monde qui ne vient pas exclure le monde vivant, dans le développement d'un pouvoir agir dans ce monde-là. Donc, en tout cas, cette formation-là, ce cours-là nous apparaît éminemment importante. Puis là, on parle de formation initiale, mais il y a aussi tout ce qui s'offre aussi en termes de formation continue, parce que c'est beau former les nouveaux enseignants, mais il y a un paquet d'enseignants qui sont là en fonction et qui cherchent, eux aussi, malgré les contraintes de la forme scolaire, les exigences, parce qu'on se rend bien compte, les enseignants en ont par-dessus la tête, ils se font ajouter contenu par-dessus contenu, donc, et ça, jamais sans reconnaissance supplémentaire de leurs tâches. Donc, on ne peut pas arriver avec une formation continue qui vient imposer des contenus supplémentaires. Il faut apprendre à accompagner ces enseignants-là pour qu'ils développent les outils et les réflexes pour l'intégrer d'une façon saine dans leur travail, pour ne pas ajouter à leurs tâches. Donc, ça prend de la formation continue qui est bien déployée. Ça prend un déploiement de l'offre, des outils didactiques, du matériel pédagogique, mais aussi de s'appuyer sur des ressources qui sont déjà en place. Puis là, on pense aux conseillers pédagogiques. Malheureusement, au Québec, dans l'ensemble des commissions scolaires... C'est une espèce en voie de disparition. Les conseillers pédagogiques, bien, on espère que non. Est-ce que vraiment c'est vrai? Il y en a de moins en moins. Je veux dire, c'est connu, là. Oui, il y en a de moins en moins. Puis, en éducation relative à l'environnement ou des conseillers pédagogiques en environnement, au Québec, à notre connaissance, il y en a 2. Puis, il y en a une qui est présente ici ce soir, Mme Marcoux, à la Commission scolaire de Montréal. Bonsoir, bienvenue. Puis il y a la commission scolaire de Laval aussi qui offre ce soutien pédagogique-là. Mais pour l'ensemble des autres commissions scolaires, quand on est enseignant, si on cherche des ressources, si on cherche à se former, bien, on n'a pas cet accompagnement-là. Fait qu'il y a aussi tout cet accompagnement-là qui est à développer. Puis il y a aussi toutes des structures. Là, malheureusement, avec tout ce qui va se passer avec le projet de loi 40, on sait difficilement qu'est-ce qui va rester des commissions scolaires. Mais on sait qu'il y a des façons aussi de développer des structures qui favorisent les communautés de pratique, par exemple, entre enseignants. On sait que dans plusieurs commissions scolaires, il y a des journées pédagogiques institutionnelles où là, il y a des occasions de co-formation qui sont possibles et qui pourraient être déployées davantage au Québec pour que les enseignants qui essayent, par exemple, l'enseignement dehors. Mais comment est-ce qu'on fait ça, l'enseignement dehors? Parce qu'on considère que c'est une valeur. Mais comment est-ce qu'on partage nos trucs entre nous? Bien, il y a aussi là tout un ensemble de choses à développer. Fait que je pense que là, les enjeux de formation sont vraiment importants à prendre en compte. C'était très enthousiaste comme réponse, bravo. J'aimerais me tourner vers vous maintenant. Puis là, bien, évidemment, on vous a identifié. Alors, j'aimerais beaucoup entendre, moi, la conseillère pédagogique. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Comment est-ce que dans votre milieu, ça se manifeste, le fait que le milieu de l'éducation est interpellé face au changement climatique et puis aux les autres enjeux socio-écologiques? Bien, d'abord... Oui, c'est bon. Oui, OK. Bien, d'abord, je dois dire que je suis absolument
extraordinairement enchantée du mouvement des jeunes parce que pour moi, qui vais prendre ma retraite dans 1 an, c'est ma plus belle récompense de voir que ces jeunes-là, après toutes ces années d'éducation, ben ils vont nous réveiller à notre tour. En tout cas, moi, c'est la plus belle récompense que j'aurai jamais. Et justement, le 27 septembre, quand les jeunes se sont mobilisés, la CSDM a décidé d'en faire une journée pédagogique institutionnelle. Et c'était courageux. Sur le thème de l'environnement. Alors, tout à coup, ma tâche a quintuplé parce qu'il fallait alimenter toutes les écoles primaires, secondaires, formation professionnelle, formation générale adulte. Mais ça a été un super beau défi. Et puis, après cette journée-là, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de téléphones, de directions d'école, d'enseignants, tout ça. Alors, les jeunes, bravo, parce que grâce justement à ce mouvement-là, bien, ça a fait boule de neige. Aussi, quand les jeunes ont commencé à sortir dans la rue, bien là, il y a des directions d'école qui m'appelaient. Bien là, comment on va faire pour rentrer les jeunes dans l'école? Comment on va pouvoir canaliser leur énergie autrement que qu'ils aillent sortir dehors, tout ça? Mais ça faisait en sorte que tout à coup, là, j'étais sollicitée par des gens dont j'avais jamais entendu parler. Qui ne savaient peut-être pas que vous existiez avant. Oui, peut-être. Mais tout ça pour dire que... Hugues te dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'éducation relative à l'environnement. Tu veux dire qu'il n'y en a pas de façon officielle, effectivement, mais il y a des choses extraordinaires qui se vivent dans toutes les écoles. Puis, il y en a de l'éducation relative à l'environnement qui se vit davantage au primaire parce que c'est plus facile. Parce qu'au primaire, le prof peut justement faire de la... Une plus grande latitude. Oui, il y a plus de transdisciplinarité qui peut se faire. Il y a exactement plus de latitude. Et au secondaire, c'est plus difficile, effectivement, parce que chacun a sa matière, puis ils ont leur programme, puis tout ça. Mais il y a quand même des choses vraiment formidables qui se font. Mais malheureusement, un prof peut aussi faire son programme sans jamais toucher à l'éducation relative à l'environnement, alors qu'un prof qui le veut peut en faire dans toutes les disciplines. En fait, c'est intéressant ce que vous soulevez là, parce que ce qu'on constate, c'est qu'au niveau des élèves puis des écoles, c'est vraiment un mouvement qui est parti de la base. Peut-être que ce qui reste à faire, c'est de fédérer tout ça pour faire en sorte que ces gens-là se parlent puis que ça devienne une force, non pas dispersée et clairsemée, mais une force qui est beaucoup plus cohésive et cohérente. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir. Oui, madame. Martine Châtelain. Je suis retraitée de l'enseignement. J'ai passé 35 ans à la maternelle sans jamais monter en première année. Je ne sais pas si ça... Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? J'ai compris qu'il fallait y rester. Je vais vous partir loin. En 77-78 ou 76-77, je ne me rappelle plus exactement, l'année avant que je termine mon cours en enseignement au primaire, à l'Université de Montréal, il y a eu une grève et un vaste colloque. La formation des maîtres prépare-t-elle à enseigner? Et la réponse unanime qu'on était allé chercher chez des enseignants en exercice depuis les deux premières années, c'était non à plus de 90 %. C'était énorme. On vivait une espèce de clash. Entre autres, moi, j'ai appris à l'université à perforer des cartes pour les ordinateurs. Pour les jeunes, là, ils vont me regarder avec des yeux grands comme ça, parce qu'avant, on perforait des cartes pour rentrer ça dans un ordinateur. J'ai connu ça, moi. Qui était dans une pièce. C'était une pièce, un ordinateur. Si vous échappiez vos cartes, c'était fini, parce que là, c'était tout mêlé, il fallait recommencer. Et c'était complètement... déjà, quand je suis sortie de l'université, c'était complètement obsolète. Donc, on apprenait des choses qui ne nous servaient pas dans la vie. Et la conclusion de notre colloque et de notre grève, c'était qu'il faut rapprocher l'éducation de la vraie vie. En quelle année, ça? 77-78. Et on était dans la rue pour ça. Moi, mon université m'a beaucoup plus appris à faire un mouvement dans la rue, à comment fédérer des gens, comment parler en public, ce qui m'a servi tout au cours de mon existence. Et ça a été très important dans ma vie. Ce qui fait qu'après, j'ai recherché les lieux où on ne reproduisait pas un système en éducation, parce que c'est beaucoup ça, l'éducation. On ne le dit pas assez. Ça reproduit un système. C'est la machine à saucisse. Tu rentres la saucisse, puis bon... c'est très industriel comme processus. C'est très industriel comme processus. Et comme jeune enseignante dans les écoles, c'est épouvantable comment on se sent désemparé
par la tâche, le travail qu'il y a à faire, les jeunes qui nous sont confiés et la non-capacité de répondre. Une espèce de fausse finalité. Là. Oui, et de non-vision. C'est-à-dire qu'on va en éducation pour changer le monde, puis on arrive en éducation, puis on est complètement perdu parce que c'est pas ça qu'on fait. Et ça, c'est très, très perturbant. Moi, ça m'a mené au burn-out. Ce qui a sauvé ma carrière, ce sont les écoles vertes Brundtland de la Centrale des syndicats du Québec. C'est mon implication syndicale et mon implication auprès des écoles vertes Brundtland. Et on s'est dit, bien, comment on fait pour changer ça? Puis on s'est dit, il faut bâtir un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique parce que ces 4 valeurs-là vont permettre à des jeunes d'arriver à quelque chose. Et c'est ce mouvement-là, moi, qui m'a permis de réfléchir à ma pratique tout au long et de trouver des gens 2 ou 3 fois par année qui pensaient comme moi, dont merveilleuse Carole Marcoux, mais beaucoup de monde aussi. Et ça, c'est essentiel d'avoir cette espèce, on parle de communauté de pratique, c'en est une communauté de pratique. On a créé des trousses pédagogiques parce qu'on disait, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi leur dire, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire. Donc, on a créé un paquet de trousses pédagogiques pour s'apercevoir, moi, pour être multiplicatrice dans mon milieu, dans ma commission scolaire, que les enseignants prenaient ça, ils ne savaient même pas quoi faire avec. C'est-à-dire qu'on s'était fendu en 4 pour faire une trousse pédagogique qu'ils lisaient puis ils ne savaient pas quoi faire plus. Ça fait qu'il faut plus que des trousses pédagogiques, il faut de la réelle formation sur des sujets réels. Moi, on parlait en 77-78 de l'enseignement par projet. Bien, on n'est pas très, très avancé dans l'enseignement par projet dans nos écoles. Là. Il y en a. Il y en a. Comme dit Carole, il y a des choses extraordinaires. Mais il y a d'autres personnes dans une école qui peuvent faire la même chose pendant 35 ans d'enseignement avec leur chapeau sur la tête le matin puis se remettre le chapeau sur la tête. Puis ils ont fait strictement la même chose pendant 35 ans d'enseignement. Ça existe aussi. Alors, pourquoi? Je vais vous demander de conclure, oui. s'il vous plaît. Ma question va être pourquoi? Pourquoi on continue à faire ça comme ça? Okay. Je ne suis pas sûr qu'on va répondre à votre question dans le cadre du panel, mais on va garder en tête peut-être cette question-là parce que le prochain point que je voulais aborder, puis en fait, non, ça va peut-être répondre à votre question. Merci, en fait. Non, je vois le lien là, tout de suite, ça vient de m'apparaître. Parce que ce dont on voulait parler, maintenant qu'on avait parlé de l'importance de l'éducation, bien, de quel genre d'éducation on a besoin? Vous voyez, le lien, il est là. C'est parfait. Encore une fois, ce n'est pas stagé. Mais donc, c'est ça. Dans ce bloc-là, j'aimerais que vous me parliez chacun de votre vision de quel genre d'éducation on a besoin pour faire face aux enjeux qu'on évoque depuis le début de la soirée, tous les problèmes écologiques auxquels on fait face, puis le fait que ça va passer par l'éducation, cette révolution-là. Mais peut-être que je pourrais commencer en vous communiquant cette fameuse compétence qu'on aurait voulu voir intégrée au référentiel des compétences de formation des enseignants. Et elle était formulée comme suit: ancrer son action éducative dans le contexte socio-écologique contemporain, c'est-à-dire situer son intervention pédagogique dans les réalités écologiques et sociales du milieu de vie des élèves afin de favoriser chez eux la construction d'une vision critique du monde actuel et à venir et le développement d'un pouvoir agir éco-citoyen. Alors, c'est la compétence qu'on aurait souhaité voir intégrée au référentiel. Donc, bon, ça a été intégré au référentiel pendant 3 mois. Et puis, ensuite, ça a passé à la moulinette des instances et puis c'est disparu. Mais c'est en consultation, ce référentiel de compétences-là. Donc, il n'est pas exclu qu'au terme de toute une ronde de négociations, ça revienne. Donc, un enseignement-apprentissage situé et signifiant qui tienne compte de la réalité que vivent les jeunes. Et oui, pédagogie de projet, c'est cette auteure, Bronwyn Hayward, une Australienne, qui, au terme d'une recherche, elle constatait que le plus beau cadeau qu'on ne peut pas faire à des enfants, à des jeunes, à des enfants, c'est de leur permettre d'expérimenter un projet, de vivre avec les gens de leur communauté, avec les enseignants, leurs parents, leurs amis dans la classe, les gens du voisinage, du quartier, les commerçants, les pompiers, de vivre avec les gens de leur milieu de vie des projets qu'ils ont conçus, qu'ils ont menés ensemble et d'éprouver le succès, d'éprouver
comment des gens ordinaires peuvent réussir des choses extraordinaires. Donc, et je pense que ça, on ne vit pas ça suffisamment. On ne fait pas confiance aux enseignants, aux élèves, et on ne leur offre pas non plus, évidemment, là, entendons-nous bien, les conditions pour déployer ces perspectives-là. Comme enseignante, toi, aurais-tu quelque chose à... Oui, je vais y aller comme ça parce que, en fait, quand tu disais ça, j'ai écrit sur ma feuille succès collectif, à quel point on en parle peu. D'ailleurs, c'était quelque chose qui était ressorti des étudiants. Il me semble que c'était à la rencontre qu'on avait fait sur l'éco-anxiété, justement, où... C'est individualiste, l'école. Les élèves travaillent les uns, enfin, pas les uns contre les autres, mais peu les uns avec les autres. Ben, oui, on les met en compétition, évidemment. C'est ma note, être le premier de classe, ma note par rapport à la moyenne. Moi, je suis enseignante au collégial, ma cote R. Alors, oui, c'est très individuel. Et bien que, bon, oui, il faut évaluer individuellement où l'étudiant se situe dans son parcours et tout ça, dans son développement. En même temps, on le sait très bien qu'en société, il y a plein des acquis sociaux et politiques qu'on a eus qui se sont faits de façon collective. Et il faut absolument apprendre des beaux modèles qu'il y a eu aussi. Je veux dire, on n'est pas dans cette société-là sans qu'il y ait eu des luttes, des batailles qui aient été menées de façon collective et qui aient fait bonifier justement notre qualité de vie. Dans la rue, dans les années 70. Là. Voilà. Ben absolument. Au Québec, on le sait bien, notre histoire est jonchée de jalonnée, merci, je cherchais le mot, voilà, de lutte citoyenne et collective. Et ça serait un super beau modèle, justement, à montrer aux jeunes, à en parler plus. Il faudrait qu'il y ait de la place pour ça. Moi, je crois beaucoup qu'il faudrait décloisonner justement chacune de nos disciplines et laisser plus d'espace, laisser plus de temps justement à mûrir ces projets-là collectifs, cet apprentissage-là qui pourrait être co-créé, qui s'ancrerait davantage dans la réalité. Et dans des situations qui sont prenantes pour les étudiants, mais pour les enseignants aussi, où on aime ces genres de projets-là, où est-ce qu'on sent qu'on fait réellement partie d'une solution, qu'on les amène à développer davantage leur esprit critique, la coopération, l'entraide, voilà. Donc, je pense que dans l'éducation, on s'en va beaucoup vers une professionnalisation, on les prépare au marché du travail, alors même qu'on sait très bien qu'on arrive difficilement à préparer à un emploi. On le sait que bon, on est formé pour un emploi, mais on risque fort probablement, en fait, d'en occuper un autre dans notre carrière. Et l'emploi pour lequel on a été formé, de toute façon, risque de ne plus exister éventuellement, assez rapidement. Alors même qu'on le sait, même si c'est vraiment dans une perspective de préparer au marché du travail, on devrait surtout préparer des étudiants qui vont avoir des capacités qui vont être adaptables à un marché du travail qui change. Et ça, c'est uniquement si on se concentre à former des travailleurs. Or, je pense qu'on est tous d'accord qu'on ne devrait pas se limiter à ça et qu'on devrait, voilà, former des citoyens. Et ces capacités-là, ben, l'esprit critique, la capacité d'analyse, la capacité de se mobiliser. Il y a un problème, OK, qu'est-ce qu'on fait pour le régler maintenant? Je pense que ça se développe justement dans des projets qui sont ancrés dans la réalité et pour lesquels les profs devraient être outillés, mais aussi d'avoir le temps et l'espace et le soutien de pouvoir justement les créer avec les étudiants. Avant de passer la parole à Hugues, si vous permettez, j'aimerais beaucoup entendre Jamie parce que j'aimerais que du point de vue des étudiants et des élèves, vous puissiez nous dire ce serait quoi le genre d'éducation que vous aimeriez recevoir pour vous préparer justement à tous ces enjeux-là. Mm-hmm. Ben, ça a été quand même bien couvert justement par Violaine. Là. C'est pas mal... On l'a tout dit, là, c'est industrialisé, l'éducation, c'est très individuel, puis c'est très compétitif. D'ailleurs, la cote R, c'est quelque chose qui se calcule en comparaison aux autres étudiants de la classe. Donc, on a quelque chose à gagner par être meilleur que les autres étudiants. C'est quelque chose qui reflète beaucoup, justement, les valeurs du milieu professionnel qui suit après. C'est pas un secret à qui que ce soit ici. Là, on est dans un monde très néolibéral, très capitaliste, puis c'est ça qui arrive.
il y a quelque chose qui est assez drôle aussi que j'ai appris à force de mobiliser, c'est qu'on apprend plein de choses. Justement, il y a Dali qui est ici, là, qui peut peut-être juste lever la main rapidement, qui a été attaché de presse pour un... Tu sais, on l'a un peu... Très haut, non, qui a été... là, on a pris un peu de recul de tout le truc, mais qui était attaché de presse pour le mouvement étudiant, pardon. Ça demandait de communiquer avec les journalistes de recherche de plein de stations de médias différents. Puis ça, c'est le genre de trucs pour lesquels on étudie toute une vie. Hein. Être politicien, être bureaucrate, le nombre de documents qu'on a eu à faire, à organiser les démocraties, c'est le genre de trucs pour lesquels on étudie toute une vie. Puis on s'est fait lancer dedans, puis on a réalisé que hey, on peut bien faire ça. Puis pourtant, c'est quelque chose qui demande des fois 5 ans d'études. T'sais. Puis ça montre à quel point, des fois, je sais pas, hein, on nous prépare pour être des professionnels plus tard, puis des fois, c'est des trucs qui sont plus acquis rapidement qu'on le pense. Donc, ça sert à quoi l'éducation dans ce cas-là? Excusez-moi, je suis un peu sorti de mon plan. C'est parfait. Merci. Non, je voulais surtout parler des mouvements des droits civils des Noirs dans les années 1960, surtout. On est sorti avec des lois. Hein, le mouvement a marché. Martin Luther King. Ça a marché de façon politique. Hein, on est sorti des lois anti-ségrégation. Un peu la même chose pour le droit des mariages du même sexe. Hein, il y a des lois qui sont sorties qui l'ont permis. Les lois sur le racisme, plein de trucs comme ça, anti-immigration. Pourtant, il y en a un ici dans la salle qui peut dire qu'on n'est pas dans une société qui est raciste, en quelque sorte, ou qui n'est pas dans une société qui est homophobe, en quelque sorte, aussi. C'est ça l'affaire, hein, c'est que quand les dites solutions politiques viennent du haut vers le bas, les citoyens en soi, ils ne comprennent pas nécessairement la loi qui a été créée. Hein. On ne comprend pas personnellement la souffrance que les Noirs devaient vivre dans le temps. Fait que la loi, on ne la comprend pas. Qui vivent encore. Qui vivent encore, oui, très bon point, exactement. Puis dans tous ces cas-là, je pense qu'on a sauté l'étape d'éduquer le monde pour qu'ils comprennent la loi puis qu'ils comprennent la souffrance par laquelle on devait passer. Puis dans ce cas-ci, c'est un peu la même chose. Hein? C'est que si les solutions ils viennent du haut, encore une fois, vers le bas, est-ce qu'on va vraiment comprendre c'était quoi la crise climatique? T'sais, on va être forcé encore à vivre sous un système qui va être solutionnaire, mais est-ce qu'on va vraiment le comprendre? Puis je pense que c'est particulièrement intéressant durant la crise climatique parce que je pense pas qu'on va être capable de passer à travers si chaque individu ne comprend pas la crise en soi, puis n'est pas capable d'agir individuellement, puis prendre des actions qui sont contre la crise. Fait qu'on peut pas vraiment stipuler une genre de loi superficielle qui va faire en sorte que tout est maintenant arrangé. Ça n'a pas marché dans le passé, parce qu'on a toujours sauté l'étape de l'éducation pour qu'on puisse faire émanciper les jeunes et faire émanciper les étudiants pour leur montrer comment vivre dans une société. T'sais. Une éducation qui est capable de refléter les valeurs de la société qu'on veut construire. Parce que pour l'instant, c'est basé sur le professionnalisme, construire des travailleurs, puis c'est aliénant pour les jeunes. Puis ça crée une société qui est encore aujourd'hui raciste, homophobe, anti-immigration. On est loin de la réussite. On a encore du travail à faire. Hugues, pour terminer ce bloc-là, en formation des maîtres, qu'est-ce qu'on doit faire pour, dans le fond, améliorer la qualité de l'enseignement, faire en sorte que nos futurs enseignants répondent aux besoins que Jimmy et Violaine ont évoqués? Oui, en fait, c'est ça, pour faire du pouce un peu sur ce que Jimmy disait, je pense qu'on constate là, qu'on a besoin de transformations sociétales majeures. Puis la façon dont on voit l'éducation, en fait, les diagnostics le montrent assez clairement. L'éducation actuellement reproduit beaucoup plus le système qu'elle permet de le changer. Donc, il faut comprendre à quoi nous sert l'éducation, puis qu'est-ce que c'est que cette éducation-là. Puis je trouve ça le fun parce que ce soir, on est dans une rencontre qui s'appelle Educere. Puis probablement que des personnes ici sont au courant, mais on s'entend généralement pour dire que l'éducation a 2 racines étymologiques. Il y aurait le educare et puis le educere. Le educare, en fait, ça veut dire nourrir. En éducation, qu'est-ce que ça veut dire nourrir? On nourrit comment en éducation? On nourrit généralement avec de la connaissance. Donc, educare, on voit vraiment l'éducation comme une façon de transmettre le bagage de connaissances que l'humanité a développé, a accumulé. Parlons de culture. Par exemple, de culture, exactement. Donc, l'Educare nous amène vraiment dans cette perspective-là qui est essentielle à l'éducation, mais qui, quand elle contribue finalement à reproduire une culture, par exemple, qui serait composé d'éléments particulièrement toxiques pour notre propre survie, il faut arriver avec une autre vision d'éducation. Puis là, je pense que la racine
Educere nous amène finalement dans cette perspective-là, nous amène à comprendre l'éducation dans une autre façon. Le ducere, hein, qui veut dire conduire. Hein, puis, donc, on voit bien en éducation, on conduit, sauf que il y a un petit « e » devant le ducere. Hein, c'est un « et ducere ». Donc, ça veut dire conduire en dehors. Mais conduire en dehors de quoi? Bien, c'est justement conduire en dehors de ces conditionnements-là, de ces conventions-là qui sont socialement, généralement acceptables, mais de permettre à l'apprenant de prendre conscience de ces conditionnements-là, puis de déterminer lui-même si ces conditionnements-là conviennent à la vision du monde qui est en train de se construire. Donc, le educere m'apparaît vraiment complémentaire du educare. Fait que je pense qu'on a besoin de faire ça avec la formation à l'enseignement aussi, de faire comprendre que l'éducation, c'est plus que de la transmission. Puis, je pense que aussi, Lucie le mentionnait tout à l'heure, on a un programme de formation de l'École québécoise qui a 3 super belles visées, à mon avis, quand on parle de structuration de l'identité, de construction d'une vision du monde, puis de développement d'un pouvoir agir. Je pense qu'on a là toute la latitude, finalement, pour former adéquatement à développer ou à construire, finalement, les outils qu'on a besoin pour les transformations sociétales attendues. Par contre, si on regarde la mission de l'École québécoise, il y a peut-être là des choses qui nous restreignent. La mission de l'École québécoise, c'est instruire, socialiser et qualifier. Si on prend instruire dans son sens le plus littéral, qui est assez pauvre à mon avis, ou est-ce qu'on voit vraiment ça comme simplement de l'instruction, bien, on voit qu'on a une dimension de l'éducation qui est celle de sa fonction de transmission. Les instructions sont là pour être reproduites. C'est comme ça qu'on monte un meuble IKEA. Exactement. Elles sont essentielles. On en a besoin. Mais quand on aspire à des transformations de notre meuble IKEA, bien, l'instruction ne nous suffira pas. Hein. Ça nous prend d'autres outils. Fait instruire m'apparaît assez limité. Maintenant, on a ensuite socialisé. Socialiser, c'est essentiel. Hein? Essentiel pour structurer notre identité. Évidemment, on structure notre identité en pensant à nous, en nous reconnaissant à travers nos interactions à l'autre. Donc, socialiser est fondamental pour la construction de la vision du monde, pour le développement du pouvoir agir aussi. Mais si on limite la compréhension de nos interactions à la sphère sociale, puis qu'on oublie de déborder au-delà de la sphère sociale, puis d'inclure finalement l'ensemble des autres vivants qui nous accompagnent puis des systèmes de vie qui nous soutiennent, bien, on peut avoir, encore une fois, une socialisation toxique. Ça convient encore, mais là, on se rend compte des limites de ça. Donc, il faut aller au-delà de la socialisation puis peut-être envisager un vivre ensemble qui est plus compréhensif encore des autres formes de vie. Puis finalement, bien, je pense que Violaine le mentionne un peu avec le 3e élément de la mission, qualifié, qui est peut-être un peu réducteur, parce qu'on voit que cette préparation-là, finalement, vient formater les personnes comme des futurs travailleurs. Puis, on a tous besoin de travailler dans le système actuellement, comment ça fonctionne. Donc, on a besoin de former des travailleurs, mais on ne peut pas demander à l'école qu'elle se limite à ça. Il faut absolument qu'on aspire à autre chose. Donc, oui, développer la citoyenneté, finalement, des apprenants, développer l'éco-citoyenneté des apprenants m'apparaît encore plus porteur. Fait que, je pense que c'est plus de ce type d'éducation-là qu'on a besoin si on veut aspirer aux transformations qui sont nécessaires. Fait que là, il faut convaincre le ministère de l'Éducation d'aller dans cette direction-là. Oui. Okay. Bonne chance. J'ai pas dit bonne chance, mais je voulais me garder un peu de cynisme. Pardon, Lucie. Et pour vivre ça, moi, je rêverais qu'on instaure dans nos écoles, dans nos universités, les beaux mercredis ou les beaux jeudis ou les beaux vendredis. En fait, le mercredi après-midi ou le jeudi après-midi ou le vendredi après-midi, où là, on aurait un espace de liberté pédagogique, de liberté d'apprentissage également, et on sortirait de la cage académique ou scolaire. Et on pourrait prendre un envol, justement, dans des projets. Ça serait des après-midi du vivre ensemble dans des projets. Et voilà, donc on est l'espace. Là, ça n'existe pas, cet espace-là. Donc, pour inventer, là, on a les vendredis de grève. Vendredi pour la planète. Moi, je ne mettrais pas ça, je ne dirais pas les beaux vendredis après-midi, parce que ça pourrait minimiser un peu là, la fin de la... C'est parce qu'on pourrait aussi choisir le jour en fonction de la météo. Oui, on pourrait. Ben là, moi, tant qu'à faire... Les beaux mercredis où on irait dehors, ou encore on aurait des ateliers à l'intérieur, mais les mercredis où on pourrait se déployer ensemble. Bon, il faudrait instaurer ça. On prend en note.
Merci beaucoup. Je me tourne vers vous. Oui, madame, une intervention, une question. On va vous passer le micro. Laurence Cadotte, ma question est pour Hugues. Je me demandais où est-ce que vous en étiez rendu dans l'élaboration du programme d'éducation relative à l'environnement pour les enseignants? C'est une très bonne question. Où on en est rendu? Bien, en fait, il n'y a pas de programme d'éducation relative à l'environnement qui est... Excusez, est-ce qu'on parle du contenu du cours qui est offert au BEPEP ou d'un programme qui serait comme une maîtrise qualifiante? Qu'est-ce que vous avez en tête exactement? Bien, tantôt, on parlait qu'on voulait instaurer un programme pour former les enseignants, quelque chose qui ressemblerait au micro-programme que vous avez déjà, mais qui serait obligatoire, si j'ai bien compris. C'était par rapport à ça. D'accord. Oui, OK. Ah, ben en fait, c'est ça. Comme je le disais, on a eu la chance ici à l'UQAM de développer un cours pour faire la formation initiale. Donc, il y a un cours qui est offert au baccalauréat. Fait que c'est un cours, évidemment, qui est toujours en révision, qu'on continue de peaufiner, mais c'est un cours qui est quand même assez bien formalisé pour l'instant. Il y a peut-être, je dirais, certaines contraintes institutionnelles qui font que, malheureusement, ce cours-là arrive dans un moment de la formation qui est tellement pas adéquat pour favoriser l'apprentissage. Vous allez peut-être... Est-ce que vous êtes au BEPEP ou au bac? Non? Mais ça doit être un cours qui est offert à une session de stage. Ah non, c'est l'enfer. Mon Dieu. Le cours est offert, oui, c'est ça, en 4e année de formation, à la toute dernière session, à la veille du stage 4, là où les enseignants vivent beaucoup d'anxiété par rapport à leur dernière situation. Puis, les conditions d'enseignement font en sorte que le cours s'offre 2 fois par semaine, de 9h à 17h. Donc, faire du 7h en continu avec une classe, bien, c'est pas simple parce qu'on ne peut pas transmettre tant que ça, on ne peut pas construire tant que ça avec les étudiants. Fait que les conditions sont très particulières. Puis, en même temps, mais je voudrais dire qu'on privilégie beaucoup l'apprentissage, en fait, l'éducation par l'environnement, donc dehors. Mais je vous dirais qu'au mois de janvier, les conditions sont assez souvent extrêmes, ce qui fait en sorte que, malheureusement, on ne peut pas demander à l'ensemble de la cohorte d'être équipé suffisamment pour vivre ces expériences-là de façon saine et agréable. Et donc, malheureusement, souvent, on a des activités qu'on doit annuler puis vivre en classe alors qu'on aimerait les vivre à l'extérieur. Fait qu'il y a des conditions là à améliorer. Mais le programme en tant que tel, je veux dire, le cours est très bien développé. On aimerait pouvoir disposer d'un autre cours, en fait, pour pouvoir poursuivre cet apprentissage-là, comme d'autres didactiques en bénéficient. Par exemple, en didactique de l'univers social, on a plus d'un cours qui est offert. En didactique des sciences et technologies, on a plus un cours. Il y a le programme de la concentration par la suite. Oui, en 4e année, exactement, effectivement. C'est ça. Mais qui est offert à un quart de la cohorte. De la cohorte, effectivement, c'est ça. Mais s'il y avait au moins un cours obligatoire et ensuite une concentration, par exemple, pour les gens qui désirent se spécialiser là-dedans, ben, il y aurait matière à développer là, dans le programme aussi. Est-ce que je peux parler du programme court? Ben c'est ça, parce que je sais qu'il existe le programme court. C'est qu'en fait, si à la formation initiale, il reste très difficile de trouver des portes d'entrée pour former les futurs enseignants, ben au moins à l'UQAM, et depuis 1996, le siècle dernier, hein, on offre, bon an, mal an, un programme de formation à l'éducation relative à l'environnement. C'est un petit programme court de 2e cycle, qui débute en janvier. T'as encore temps de s'y inscrire. Et qui se termine en décembre de la même année. Donc, c'est sur un an. Petit programme de 3 cours. Et là, qui s'adresse à toute personne qui souhaite réfléchir ou développer des compétences en éducation relative à l'environnement. Donc, on reçoit des étudiants de tous horizons, des participants de tous horizons, autant du milieu scolaire que des milieux de formation en milieu de travail, que du milieu muséal, que du milieu même de la publicité cette année. Alors, et c'est fantastique parce que c'est justement cette diversité des étudiants qui en fait la richesse. Et c'est un programme qui est axé sur le projet de développement professionnel en éducation à l'environnement de ces enseignants-là. Donc, quand même, ça fait 25 ans, de 96, quand même, ça fait 24 ans que le programme est offert. On a eu hier notre colloque annuel de Vous, c'est la COP 24.
2024, là, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc, mais ça rejoint quand même des personnes déjà intéressées. Mais les enseignants, c'est plus difficile de les rejoindre à cause de la condition enseignante qui est difficile et à cause de la forme scolaire qui est sclérosée. Alors, mais il y a des gens extraordinaires dans le milieu scolaire qui arrivent à défaire ces carcans-là. Je pense à Louise Morin qui est ici et qui réalise malgré le carcan. Et puis, Claude, mais oui, Claude Martel. Claude, avec un jardin scolaire, on s'est connus dans le cadre du programme court. Oui, puis Claude, avec les jardins, était un pionnier des jardins scolaires. Projet fabuleux dont on n'entend pas assez parler et menacé, n'est-ce pas? Il y a eu une mobilisation des parents et des enfants. On a gardé notre jardin. Mais qu'on soit obligé de se mobiliser pour ça, je pense que c'est déprimant. Mais bon, tant mieux si vous l'avez conservé, là. Écoutez, merci pour votre question. Oui, rapidement, parce que là, je regarde l'horloge et puis... C'est juste que je voulais réagir un peu. Moi, je trouve que l'énoncé de la compétence que vous avez fait, elle est parfaite. Et elle va à l'encontre du paradigme dans lequel on est, où est-ce que l'éducation doit tenir les jeunes à part du monde. Ils ne doivent pas être en contact avec les vraies affaires parce qu'ils doivent se développer de façon autonome. Et puis, moi, c'est la dimension politique qui bloque dans le milieu de l'éducation. Et à chaque fois que je parle de crise climatique, on me dit que c'est comme si je parlais du voile islamique. C'est un sujet politique, puis on ne parle pas de ça à l'école. Hein? Et puis... vous faites dire ça? Oui, un directeur d'école. Même 3 fois, je me suis fait dire ça. Voyons donc. Et puis, en fait, je prends les parents en otage quand je fais un spectacle sur l'environnement, puis toutes sortes d'affaires. Bon, il ne faut pas parler de ça. Moi, je pense qu'il conduit un 4x4. Pas mal sûr qu'il y a un gros VUS. Puis moi, je vois qu'il y a un déni immense en éducation par rapport à la crise climatique. Puis le déni, il vient d'une certaine douleur, d'une certaine peur. Et puis, donc, il faudrait comme adresser cette peur-là. Bon, en tout cas, je ne veux pas... Non, mais je vous remercie de votre commentaire parce que je vais m'en servir pour lancer la quatrième bloc de notre débat. Puis là, je vais devoir vous pressuriser un petit peu parce qu'on va essayer de finir dans une dizaine de minutes, grosso modo. Comment est-ce qu'on mobilise le monde de l'éducation pour justement répondre à ces interrogations-là, répondre à la crainte que les élèves ont, à l'espèce d'inertie que nos politiciens nous imposent? Comment est-ce que le monde de l'éducation peut faire avancer le monde vers un meilleur climat et une meilleure situation socio-écologique? Jamie. De façon très pragmatique, en mars qui s'en vient, les jeunes, notre stratégie, je ne suis pas supposé de le dire, je pense. Là. Ça va rester entre vous. Je vais le dire quand même. C'est un peu comme... C'est pas enregistré. Ouais, c'est... De toute façon, on en parle déjà à nos profs. C'est de faire une semaine de transition dans les écoles, dans l'institution en soi. Ce qu'on veut faire, en gros, c'est de parler aux profs directement, de leur faire part de la stratégie, de leur montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'école même pour faire une transition à l'école, pour changer l'école, l'académie en soi. Changer l'emplacement du cours, sortir dehors pour faire le cours. Plein de courriels qui sont envoyés aux profs là, en demandant ça. Faire des classes qui sont ouvertes aussi pour qu'il y ait du monde de différents programmes qui peuvent venir à des cours d'un autre programme. Moi, ça m'intéresse. J'ai étudié maintenant en 3 programmes et encore des cours dans plein d'autres programmes qui m'intéressent tellement. Mais je peux pas. Puis je sais pas quand est-ce qu'ils sont, je sais pas ça va être quoi le sujet. Fait que là, le but, c'est de demander aux profs, pouvez-vous faire un cours qui utilise votre domaine d'études, mais qui traite de la crise climatique, puis rendez le cours ouvert, sortez de la classe, faites quelque chose d'original puis qui est différent. Ça va être une semaine au complet de ça, puis ça va être interuniversitaire aussi. C'est du monde de Concordia qui vont aller à l'UDM, de l'UQAM, à McGill, plein de trucs comme ça, pour justement montrer que les étudiants font partie d'une communauté, puis d'un genre de système plus large, puis qu'on est plusieurs là-dedans, puis les idées qui peuvent s'interchanger, les idées qui peuvent se partager, ça va décrire un contexte parfait pour le faire, justement. C'est ça. Ça va être quand déjà? J'arrête là, OK? Moi, j'en ai déjà parlé avec Jamie, mais
J'ai dit, j'attends juste l'invitation pour en faire la promotion, puis parce que c'est extraordinaire si les étudiants peuvent se mobiliser pendant une semaine et qu'on peut embarquer avec eux. On parle des étudiants. Est-ce qu'on parle aussi éventuellement des élèves ou pour l'instant, c'est niveau collégial universitaire? On n'a pas vraiment beaucoup de contrôle sur les élèves. Enfin, c'est les élèves des écoles primaires. Puis élèves, c'est secondaire aussi? Non, primaire, secondaire, élèves. OK. Oui, secondaire, ça le donne évidemment déjà. Primaire, il y a plein de jeunes qui ont des initiatives, qui nous envoient des courriels, des parents, des profs aussi, là, qui veulent participer, des enseignants, pardon, qui veulent participer. Des super belles initiatives. Puis oui, on va essayer de partager justement la documentation pour qu'ils puissent savoir quoi faire exactement. Okay. Puis on s'entend qu'un enseignant primaire peut sortir dehors de les cours, là, justement, c'est peut-être même plus probable que ça se fasse de façon plus, que ça soit plus réalisable, mettons. OK, merci. Pardon, je vous ai interrompu. Non. Mais c'est ça, on a... mais c'est ça, on attend avec hâte l'invitation puis le OK de pouvoir aller publiciser ça en masse parce que, en tout cas, moi, ça m'excite au plus haut point. J'ai assez hâte de participer à cette semaine-là puis à convaincre mes collègues de mettre l'épaule à la roue aussi. Sortir des classes, faire des MOOC, même du co-enseignement, parce que les jeunes, vous en avez appris des affaires et justement, quand on peut s'associer, profs, étudiants, on en parle, on essaie de réfléchir à ça ensemble, de partager avec les autres. Ça va être une semaine, justement, où on pourrait même faire une transition dans le monde de l'éducation, pas juste semaine de la transition au niveau écologique. Donc ça, oui, et par la suite, parce qu'après ça, ça continue, les mobilisations. Donc voilà, j'espère que le milieu aussi de la fonction publique va aller de l'avant vers... parce que je trouve on les remercie toujours, puis c'est extraordinaire qu'est-ce que les étudiants font, mais je souhaite nous voir, nous aussi, participer, et notamment à travers des grèves, parce que, on en parlait tantôt, la date limite approche. C'est pas juste les jeunes qui vont être affectés par les changements climatiques, par la perte de la biodiversité, ce sont nous aussi. Et on doit se servir de tous les moyens qu'on a, qui sont à notre disposition pour justement créer ce rapport de force-là, pour faire changer les gouvernements. On nous dit, oui, on reconnaît la crise climatique, puis le lendemain, on investit massivement dans les pipelines et compagnie. Donc, je pense qu'il n'y a plus personne vraiment, en tout cas de mon impression au Canada, qui est dans le déni complet qu'il y a un changement climatique. En Alberta. Oui, mais encore là, souvent, le discours est de oui, ça existe, mais faites-nous confiance, on va faire des choses, on va trouver des solutions, etc. Et là, le statu quo embarque et on ne fait rien. On ne peut plus se permettre ça et je crois qu'il faut absolument se mobiliser tous et chacun, pas juste les étudiants et pas juste les regarder en leur disant merci beaucoup, mais nous aussi, en tant que travailleurs, vraiment se mobiliser. Et nous aussi, on a cet apprentissage-là à faire. Puis dans le monde de l'enseignement, moi, j'ai l'impression, souvent, on a été des bons élèves nous-mêmes et on continue à l'être ensuite comme professeurs. On n'aime pas trop sortir, j'aimais bien accompagner en dehors de nous-mêmes, des fois, en tant que bon élève et bon prof, on reste tranquille, mais en fait, il faut aussi participer au-delà de notre enseignement. Pour moi, je vois trois niveaux auxquels on peut agir en tant que prof dans nos établissements d'enseignement au niveau technique, faire des potagers, faire la collecte des déchets, recyclage, compostage, etc. Tout ça, oui, on peut le faire au niveau technique. Après ça, on doit s'engager comme prof à en parler dans nos cours, à essayer de mettre de la pression pour créer, pour changer les programmes, mettre de la pression au niveau du ministère pour que ça devienne une discipline incontournable de l'éducation. Mais aussi, en tant que citoyens nous-mêmes, on doit se mobiliser en tant que prof, mettre de la pression au niveau social, au niveau politique. On est des acteurs. Absolument. Et que oui, ça fait partie de notre job, devenir des exemples nous-mêmes. Puis on a, à mon avis, une responsabilité. Les profs, on ne peut pas être délocalisés. Je n'ai pas encore entendu personne suggérer d'envoyer nos étudiants au Mexique se faire éduquer ailleurs. Et on ne peut pas, à mon avis, ou encore, peu importe ce qu'en disent les transhumanistes, là, on ne se fera pas automatiser non plus. Et donc, puisqu'on est un petit peu peut-être plus
notre job est peut-être moins menacé, ben profitons-en pour faire avancer les choses. On a cette responsabilité-là, justement, parce que on est en contact avec les jeunes, on a un grand pouvoir et il faut absolument s'en saisir et exiger des changements radicaux, importants, immédiats pour qu'on ait une chance de s'en sortir, puis on ait une chance de continuer à enseigner. C'est aussi simple que ça, à mon avis. Mais oui. Je vais te laisser le mot de la fin. Juste, Violaine, j'aime beaucoup t'entendre. En fait, il y a une littérature émergente dans le monde de l'éducation, de la recherche en éducation, sur l'activisme. D'accord? Même un bouquin qui est paru récemment, Activist Science and Technology Education. Donc, c'est écrit par 42 didacticiens des sciences, là. Donc, un livre de 450 pages. Donc, et c'est un exemple parmi d'autres de toute la littérature émergente sur l'activisme dans l'enseignement, puis l'activisme aussi dans la recherche en éducation. Alors, les auteurs de cet ouvrage collectif dont je viens de parler tout à l'heure légitiment, entre autres, leurs propositions en faisant observer que le contraire de l'activisme, c'est l'immobilisme. Alors, on s'est mis en quête au centre de recherche d'une façon, comme Hugues disait au tout début, d'institutionnaliser l'éducation à l'environnement, malgré tous les risques que pose une institutionnalisation qui peut être sclérosante. Mais comment est-ce qu'on peut faire entrer l'éducation dans l'institution scolaire et académique? Alors, on s'est mis ensemble avec nos partenaires de la société éducative et avec 54 partenaires, d'abord une dizaine d'entre nous au départ, puis ensuite 54, puis ensuite 80, bien, on a rédigé cette stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté et qui comporte 3 parties. La première partie, c'est le diagnostic. Mais qu'en est-il justement de l'éducation actuelle? On en a pas mal parlé là, cet après-midi. Deuxième partie, mais quelle éducation voulons-nous? Et la troisième partie, c'est finalement, mais quelles actions concrètes, quels éléments de stratégie globale peut-on adopter? Alors, il y a un tas de suggestions et de recommandations, autant pour le milieu scolaire, primaire, secondaire, collégial, universitaire, pour tenter justement, entre autres, d'enrichir les curriculums, de briser les carcans de la forme scolaire, d'ouvrir l'école sur leur milieu, d'apprendre à travailler avec les autres acteurs de la société éducative et justement faire en sorte que, d'une part, notre ministère de l'Éducation travaille en ce sens dans le secteur formel qui le concerne, mais aussi que le ministère de l'Environnement ou des Ressources naturelles ou tout autre de la Santé s'occupe de soutenir les initiatives de tous les acteurs de l'éducation informelle et qu'on arrive à travailler ensemble. Donc, on a proposé non seulement que revienne le fameux service d'éducation relative à l'environnement qu'on a déjà eu au Québec dans les années 80, début 90, et un comité interministériel d'éducation relative à l'environnement au Québec. On s'est promené à travers le Québec pour le présenter. Hugues va dire un mot sur la coalition qu'on a mise en place à cet effet, un petit peu où on en est là-dessus. Oui, bien c'est ça, comme Lucie le mentionnait. Le projet, initialement, avec une dizaine de partenaires, a grossi. Avec plusieurs autres partenaires, il y a eu une validation de la proposition qui a été faite lors d'un sommet sur l'éducation relative à l'environnement, à laquelle a participé, comme Lucie disait, plus d'une 50aine d'organisations. Et puis, bien, suite à l'engouement, en fait, au dynamisme que cet événement-là a créé, on s'est dit, bien, maintenant qu'on a une proposition qui est collectivement validée, co-construite, tout le monde ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Bien, donc, on a décidé de créer une coalition, c'est la coalition Éducation, Environnement, Éco-citoyenneté, à laquelle aujourd'hui adhèrent plus de 85 organisations, des organisations du monde scolaire, du monde de l'éducation formelle, mais aussi des ONG, des OBNL qui font de l'éducation relative à l'environnement. Puis, c'est aussi
une coalition qui accueille aussi des participants, en fait, des membres individuels. Donc là, ben, je vous le dis, ce soir, on accueille en fait toutes les memberships toutes les personnes qui veulent bien adhérer. Pour les gens qui pensent que c'est important d'appuyer une proposition comme celle-là, ben, on vous invite à aller consulter le site de la coalition. Si vous tapez dans Google Coalition Éducation, Environnement, Éco-citoyenneté, vous allez trouver ça très facilement. En version longue et en version courte. Puis, ben, c'est ça, en fait, rapidement, ça engage à rien, hein, c'est vraiment symbolique, c'est un appui, mais c'est un appui qui est très, très important pour nous parce que nous, on continue, comme Lucie disait, on s'est promené à travers le Québec, on s'est promené dans différentes institutions, auprès de dans différents ministères. On est parvenu à rencontrer, entre autres, grâce aussi à notre collaboration avec les étudiants, on a réussi à rencontrer le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Éducation, qui sont maintenant au fait de l'existence de cette proposition-là qu'on présente comme un livre vert pour le Québec. Donc, ce n'est pas une proposition coulée dans le béton, mais on pense qu'on a des jalons importants pour avoir une politique publique forte pour une éducation en matière d'environnement puis d'éco-citoyenneté. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le mouvement, la coalition, soit en tant que personne ou soit en tant qu'organisation. On n'a pas encore d'association étudiante membre, par exemple. On n'a pas encore... on a quelques écoles. Si vous travaillez dans des écoles, si vous êtes membre d'un conseil d'établissement, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter si on peut vous aider. Puis ça va nous faire vraiment plaisir. Merci. Merci beaucoup, Hugues. Je trouve ça intéressant que le mot de la fin, ça a été une invitation. Je trouve ça très positif. Je vous remercie tous les quatre. Alors, Lucie Sauvé, Violaine Brisebois-Lavoie, Jimmy Ladvaitis et Hugues Asselin. Je pense qu'on peut les applaudir. Et puis moi, je vous remercie de votre présence, de vos paroles, de votre implication. Et puis là, je vous invite à vous rendre à l'arrière où il va y avoir du mou de pomme et des bouchées qui vont vous être servis. Puis ce sera l'occasion de continuer la discussion avec nos panélistes, que je remercie encore. Je vous souhaite une bonne suite de soirée, puis on va se revoir sans doute aux prochaines rencontres Educere. Alors, merci encore.